bonjour au Canada. Nous sommes très ravis d'être ici avec vous. Bienvenue au dialogue francophone. Bonjour chers amis francophones et francophiles. Nous commençons aujourd'hui cette émission à partir d'une série de dialogues francophones. C'est notre 5e dialogue francophone. Nous avons prévu ces émissions comme une sorte de magazine, surtout de causer une sorte de causerie sur la culture contemporaine qui informe sans perdre de vue la force politique et l'esthétique dégage. Cette initiative de l'Association des professeurs de français de l'État de Bahia, l'APFEBA, avec le soutien de la Fédération brésilienne des professeurs de français. Alors, je me présente, je m'appelle Lucila Moreira, je suis professeure de français à Salvador de Bahia et je suis passionnée pour cette langue charmante au monde. Et maintenant, je vous invite à être parmi nous, Madame Licia. Alors, je vous présente ma collègue Licia Soares de Souza, qui va animer cette émission avec moi. Elle est professeure de l'UNEB au programme critique culturel. Elle a fait son doctorat en sémiologie à l'Université du Québec à Montréal, où elle est professeure associée. Elle est professeure de l'UNEB aussi et elle a écrit plusieurs articles et livres sur la culture québécoise, littérature, cinéma et téléromans. Au Brésil, elle a beaucoup travaillé dans le Centre d'études canadien de l'UNEB et a été vice-présidente de l'Association brésilienne d'études canadiennes. Elle a été sur le comité d'évaluation des revues Canada Art et Interface Canada-Brésil, qui présente des études comparées entre nos pays. Licia est présentement vice-présidente de l'Association internationale des études québécoises Côté Amérique et elle est membre de la Traversée et son dernier livre d'essai s'intitule « Pour une géopoétique ». Bon, je vous invite à être avec moi. Licia, s'il te plaît. Ah, bonjour. Soyez la bienvenue. Merci, Lucila, de cette présentation et de parler de tout ce travail que je fais. Et je dis bonjour, bonsoir. Bonsoir, parce qu'ici, c'est déjà 19h. Il fait déjà nuit. Bonjour à tous et à toutes, francophones et francophiles. C'est avec un grand plaisir que nous commençons cette 5e émission de Dialogue francophone. Comme Lucila l'a dit, je suis vice-présidente de l'Association internationale d'études québécoises pour les Amériques et c'est toujours très agréable de parler là-dessus de cette association. Ellen, ok, je demande à elle de... Ok, merci beaucoup, Ellen. De parler de cette association parce qu'elle regroupe des milliers de Québécois à travers le monde, professeurs, chercheurs, étudiants, qui s'intéressent à la culture québécoise et surtout à une façon de penser et de réfléchir sur la francophonie des Amériques et dans les Amériques, ce qui est très spécifique. Alors, j'invite tous à visiter le site web de l'association où vous allez découvrir tous les avantages à participer à ce grand réseau de passionnés par le Québec. J'ai déjà écrit, dans le YouTube, dans le lien de YouTube, le site web et l'adresse de l'AIQ. Bon, mais maintenant, on va inviter le professeur, on va recevoir notre invité, professeur Dominique Garin, qui est ici à côté. Bonjour Dominique, quel plaisir de vous recevoir chez nous. Chez nous, ça veut dire sur la chaîne, parce qu'en fait, nous sommes dans des continents différents, mais c'est ça. Et je présente Dominique Garin, il est professeur au département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal. Et il est co-directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture du Québec, le CRILC. Spécialiste du discours polémique, il a publié Un Québec polémique dans la maison d'édition Urtubise en 2014 et une anthologie du pamphlet
et de la polémique au Québec par les presses de l'Université de Montréal en 2024. 2024, oui, c'est ça. Oui. Parmi ces autres livres, mentionnons un essai sur la tradition littéraire québécoise. Il s'intitule Accès d'origine ou pourquoi je lis encore. Groulx, Basile, Ferron. Aussi, Urtubise en 2004, qui s'est mérité le prix Jean-Étienne Blais. Avec Pierre Rajotte et Liane Mouet, et c'est Mouet, Dominique? Moïse, ok, merci beaucoup. Liane Moïse, il dirige un projet de recherche qui s'intitule Fiction des voyages, quand le roman québécois parcourt le monde. Incidemment, il est l'auteur d'un roman italien, Florence reprise. Oui. Et sur la maison Leméac, paru en 2015, classé par la revue L'Inconvénient parmi les 20 meilleurs romans publiés entre 2000 à 2020. Bon, alors, voilà notre invité. Je vais commencer à lui envoyer une petite provocation. Oui, d'abord, merci pour l'invitation. Oh, yeah. Une provocation parce que ça, c'est très intéressant, le titre de cette recherche, c'est Fiction des voyages, quand le roman québécois parcourt le monde. J'ai vu dans la présentation que l'équipe a déjà recensé un nombre considérable de romans dont l'action se déroule à l'extérieur du Canada. Ce qui signifie, ce qui démontre un intérêt de la littérature québécoise pour les ailleurs du monde. Tout à fait. Mais il semble, c'est aussi que j'ai vu, c'est que jusqu'à présent, peu d'études approfondies ont tenté de circonscrire ou de comprendre les divers enjeux reliés au fait d'élaborer un regard québécois sur les autres pays du monde. Alors, Dominique, la question, qui est simple, très complexe aussi, existe-t-il un regard québécois spécifique? Eh bien, oui, la question est excellente. Je ne pensais pas qu'on ouvrirait la discussion sur cette question-là, qui me semble devoir venir un peu plus tard, mais je suis quand même prêt à donner quelques idées à ce sujet. En fait, est-ce que c'est spécifique? Et ça, c'est la grande question. Et en fait, il faudrait aussi que vous m'aidiez à y répondre parce que j'ai entrepris cette recherche au sujet du Québec. Il m'a semblé que c'était quand même un phénomène très particulier dans la mesure où de décennie en décennie, à peu près 20% des publications d'œuvres narratives présentent cette caractéristique d'histoire qui se déroule à l'extérieur du Canada. Et non pas seulement du Québec, du Canada même. Alors, je me suis évidemment, dans un premier temps, pour moi, c'est intéressant de faire cette observation parce que pendant longtemps, on a dit de la littérature québécoise, en particulier du roman, qu'il était assez tourné vers son propre territoire, sa propre réalité, en deux mots, nombriliste. Comme si on vivait en vase clos, que notre roman, finalement, pouvait difficilement toucher une corde sensible internationale. En fait, déjà, le fait d'avoir recensé à peu près 3600 œuvres narratives qui répondent à cette caractéristique-là, c'est-à-dire dont l'histoire se déroule à l'extérieur du Canada, il me semble que c'est déjà un bon point pour alerter ou éveiller notre attention. L'autre question, est-ce que c'est spécifique au Québec? Pour l'instant, je ne peux pas répondre à cette question-là. Je peux avoir quelques hypothèses, mais il faudrait que je fasse une étude comparative. Et c'est pour ça que je vous disais que j'aurais peut-être besoin de votre concours, c'est-à-dire que dans la mesure où vous connaissez bien la littérature brésilienne, par exemple, on pourrait débattre, est-ce que c'est un phénomène observable de la même façon au Brésil? Bon. Alors,
on pourra en discuter tout à l'heure, mais ce qui m'a semblé, et peut-être que j'en parlerai un peu plus tard dans le détail, mais il m'a semblé reconnaître certains aspects au sein de ces romans qui pourraient, disons, donner une idée d'une attitude spécifique des protagonistes québécois lorsqu'ils se retrouvent à l'étranger. Maintenant, il faut que j'explique un peu de quelle façon on procède aussi pour analyser ces œuvres-là. Alors, fiction de voyage. Premièrement, c'est sûr que dans notre demande de subvention qu'on a obtenue, on a mis l'accent sur cette dimension du voyage, mais tout en sachant, par devers nous, qu'on devrait aussi parler d'œuvres dont l'histoire se déroule à l'extérieur du Canada, mais qui n'impliquent pas un voyage. Au sens où on est en présence de personnages qui, d'entrée de jeu, sont à l'étranger. Alors, le prototype le plus courant, c'est un personnage québécois qui décide de partir, de quitter le pays et de s'aventurer dans une quelconque partie du monde. Alors ça, c'est vraiment le modèle canonique de la fiction de voyage. Maintenant, et c'est ce qu'il y a de plus courant d'ailleurs. Alors, et les motivations sont extrêmement variées. Pourquoi quitte-t-on le Québec pour aller ailleurs? Ça peut relever de différents types de désirs. Un désir d'évasion, de fuite d'une situation pénible, fuite de sa propre famille, de son propre milieu, que l'on trouve trop envahissant ou encore aliénant. Ou dans un versant plus positif, ça peut être le goût de l'aventure, le goût de la découverte, sur le modèle du roman d'apprentissage, par exemple. Plusieurs fictions du Québec mettent en scène des personnes étudiantes qui s'en vont à l'étranger pour se former et qui, là-bas, une fois rendues à l'étranger, vivent toutes sortes d'expériences. Alors, évidemment, comme vous pouvez vous en douter, dans ces cas-là, la destination la plus courante est la France, qui pendant longtemps a été le modèle culturel des Québécois et surtout pour les écrivains, mais aussi pour les artistes en art visuel, pour les musiciens. Alors, il y a donc parmi ces motivations, je disais, la formation, l'apprentissage, la fuite, l'évasion. On part parce qu'on vient de vivre une peine d'amour, par exemple, ou encore un décès qui nous a bouleversés et puis on cherche à aller se changer les idées ailleurs. Ou sur le plan amoureux, c'est aussi le désir peut-être de vivre des histoires d'amour, mais ailleurs qu'au Québec. Si, par exemple, nos partenaires québécois ou québécoises nous ont déçus et puis qu'on a l'impression qu'on va trouver mieux ailleurs. Alors, vous voyez, c'est très varié. D'ailleurs, dans notre projet, on a fait la liste de toutes ces motivations parce que la plupart du temps, dans les romans, c'est écrit, c'est explicite. On raconte, l'instance narrative nous dit ce pourquoi le personnage quitte le Québec. Ça peut être pour des questions économiques aussi. Et il y a aussi, par exemple, des romans qui mettent en scène des soldats. Parce que, par exemple, le second conflit mondial obligeait des Canadiens et des Québécois à guerroyer au sein des forces alliées. Et puis, certains sont revenus, certains sont décédés, mais certains sont revenus. Et parmi eux, il y avait des écrivains qui ont donné des œuvres très puissantes. Alors, bon, je ne vais pas énumérer l'ensemble des motivations et des cas de figure, mais ils sont assez nombreux. Et ce que je voulais dire au départ aussi, c'est que ça, c'est la question du voyage, le déplacement. On se rend ailleurs. Mais il y a aussi des romans, surtout dans l'époque récente, qui nous présentent des protagonistes qui sont déjà ailleurs. Et je dirais même plus que dans certains de ces romans, certains romans nous présentent des protagonistes qui ne sont même pas des Québécois. Il y a un bon exemple de cela, c'est précisément un roman
qui se déroule au Brésil, que vous connaissez peut-être, de Pierre Sanson. Pierre Sanson, oui. Le Christ de Belém. En fait, il y a une trilogie. Hein? Et là, il n'y a aucun personnage québécois dans ce roman-là. Sergio Coquis aussi. Sergio Coquis, mais ça, c'est un autre cas de figure parce que lui est originaire du Brésil. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui. Mais Pierre Sanson, qui n'a jamais mis les pieds au Brésil. Et qui, à partir d'une documentation, d'échanges avec des amis qui, eux, y avaient séjourné, a construit des univers de fiction brésiliens, à tel point que votre collègue Eurydice Figueiredo, qui a analysé ces livres-là, disait que c'est un peu déconcertant parce que, outre le fait que ce soit écrit en français, on pourrait avoir l'impression que c'est une œuvre d'un auteur brésilien, mais traduite en français. Parce qu'il n'y a pas ce phénomène d'un personnage qui arrive à l'étranger et qui fait part de ses observations, du choc culturel. On est d'entrée de jeu dans la situation d'un personnage brésilien qui vit ses histoires ses démêlés avec la justice, ses histoires érotiques, etc. Bon, alors, bref, ça, c'est un cas de figure un peu particulier, mais il n'est pas le seul. Par exemple, Serge Lamotte, un autre de nos écrivains, a écrit récemment, il y a quelques années, un livre qui s'intitule Oshima, qui met en scène un personnage né d'un père japonais et d'une mère française. Le personnage, au début du récit, vit à Paris et il décide de retrouver ses origines qui sont au Japon. Et il fait tout le voyage par voie de terre de la France jusqu'au Japon. Bon, alors, c'est un récit de voyage, vous voyez, mais qui n'implique pas le fait de quitter le Québec. On est dans un autre monde. Vous avez aussi le cas de Perrine Leblanc, qui, au début des années 2010, a publié L'homme blanc, qui se déroule entièrement en Russie, avec des personnages russes, ou en tout cas européens. Bon, mais le personnage principal est né en Sibérie, en fait. Et bon, ça aussi, c'est un peu particulier. Et à l'époque, je me souviens qu'il y a des critiques qui ont soulevé la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui peut inciter une autrice québécoise à situer une histoire qui n'a aucun rapport avec le Québec? Bon, alors voilà, il y a eu des discussions à ce sujet. Maintenant, il reste que, je reviens là-dessus, le topos, ou le lieu commun là, dans ces récits, c'est vraiment le déplacement, l'idée de quitter le foyer pour aller vivre quelque chose à l'étranger. Alors nous, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on procède premièrement, après avoir constitué notre corpus, comme je vous le disais, qui fait à peu près 3600 livres, c'est quand même énorme, on procède petit à petit à une sorte de description de chacun de ces livres à partir de paramètres qui, par exemple, nous disent quelles sont les destinations, les lieux précis, quels sont les motifs du déplacement, quelle est la durée du séjour, est-ce que les personnages entrent en relation avec les personnes, les habitants des pays qu'ils visitent, est-ce qu'ils sont transformés par cette expérience-là? Le pays lui-même, de quelle façon est-il décrit? Est-ce qu'il se retrouve dans une ville, dans le désert, à la campagne? Donc, il y a des lieux géographiques spécifiques qu'on cherche à identifier. Et puis, est-ce qu'il y a des comparaisons avec le Québec aussi? Parce que c'est assez courant que le narrateur ou la narratrice font part de leurs observations du pays étranger et puis font des comparaisons, disent au Québec, c'est pas comme ça, c'est pas ainsi que les choses se présentent. Parfois, c'est des comparaisons dévalorisantes à l'endroit du Québec et à d'autres moments, ça sera plutôt valorisant. Bref, il y a tout est impliqué là-dedans, toute une réflexion sur le rapport à l'altérité. Et puis, jusqu'à quel point ce rapport-là est mis en scène dans les textes. Et l'autre aspect aussi de la recherche, puisqu'on parle de fiction, de voyage, c'est de comparer l'univers de la fiction avec des récits de voyage conventionnels. Et ça aussi, le Québec en a produit beaucoup parce que
les Québécois sont voyageurs, hein, depuis le 19e siècle. Ils ont beaucoup relaté donc leurs expériences de voyage. Et d'ailleurs, on dit que on posait la question, est-ce qu'il y a des caractéristiques? Il reste que plusieurs ouvrages ont fait état de cette tension au Québec, au sein de la littérature, mais dans notre culture même, entre la sédentarité et le nomadisme. Oui. Et ça, c'était présent dès le départ. Dès le départ, à l'époque de la colonisation française. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord des aventuriers, des explorateurs, hein, et des gens qui ont poussé très, très loin l'exploration, comme vous le savez, hein, juste très loin aux États-Unis, le long du Mississippi jusqu'en Louisiane, ou dans l'Ouest, jusque dans les Rocheuses. Bref, il y a eu comme ça tout un travail exploratoire, mais assez rapidement aussi une sédentarisation, c'est-à-dire qu'il fallait s'emparer de la terre, créer une vie économique, essentiellement agricole, le long du fleuve Saint-Laurent. Bon. Et comme ça, c'est ce qui a aussi entraîné petit à petit une certaine idéologie, hein, de la conquête de la terre, la conquête du sol, l'enracinement, et une définition même du peuple québécois qui s'est fixé, surtout au début du 20e siècle, comme un peuple de cultivateurs et de gens des paysans, finalement. Alors, ça a donné toute une littérature qui est associée au terroir. Bon. D'où ce préjugé qu'on a longtemps entretenu d'un roman québécois qui viserait l'attachement au territoire, au sol. Alors, voilà. Mais ça a beaucoup changé avec le temps. Et maintenant, on se retrouve devant un roman qui met beaucoup l'accent sur le cosmopolitisme et l'abolition des frontières. Mais un peu vite dans mon exposé. Et je me demande à quel moment je dois m'arrêter pour que vous me posiez une autre question. Mais je crois que tu vas poser une question qui recoupe tous ces... Ouais. Donc vous exactement ça, Alicia. Bon, Dominique, cet attrait pour l'ailleurs parvient vraiment à inquiéter les idéologues du chez-soi avant tout, où l'on voit, au contraire, un signe positif d'ouverture au monde. Vous pouvez me parler un peu plus sur ça? Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu, comme vous le savez, il y a un mouvement nationaliste qui s'est développé, qui était assez puissant au Québec à partir, depuis toujours, mais disons qu'il s'est identifié à la notion de la québécité à partir des années 1960. Et puis, et c'est là que dans les années 1950-60, il y a eu une poétique du pays qui s'est mise en place parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait un rapport au chez-soi qui était parfois marqué d'affect négatif. Et on a cherché à donner une positivité au fait de nommer notre lieu. Et puis, ça allait avec un programme politique aussi d'affirmation territoriale et culturelle en même temps. Alors, évidemment, il y a encore cet ethos-là, ou en tout cas cet affect-là est encore présent chez plusieurs. Et puis, dans les années 2014 environ, il y a eu justement un chroniqueur, je le cite en exemple, mais en fait, il n'est pas le seul, qui a commencé à s'inquiéter, en fait, qui a fait part d'une réflexion, d'une inquiétude à l'endroit de cette prolifération de livres, justement, qui semblaient dédaigner, tourner le dos au Québec. Comme si, dans ses yeux à lui, il avait l'impression que les écrivains, les écrivaines avaient cessé, après tout ce moment, cette ébullition mettant en valeur la réalité québécoise, c'est comme si tout à coup, on se désintéressait de cette réalité-là et qu'on pensait qu'il serait plus intéressant d'aller explorer l'étranger, que c'est comme si les pays étrangers avaient davantage à nous apporter sur le plan de l'imaginaire. Comme si on avait fait le tour un peu de notre jardin et qu'on n'avait plus rien à dire d'intéressant à ce sujet. Bon, c'est une vision extrêmement
pessimiste et radical et aussi en grande partie fausse, parce qu'il il se publie encore de nombreux ouvrages qui ont pour ancrage la réalité québécoise. Et je dirais même au début, par exemple, dans les années 80-90, c'était évidemment le monde urbain. Montréal a été très mis en valeur, mais à partir des années 2000, il y a eu même un mouvement qu'on a appelé du néo-terroir, très différent du premier mouvement du terroir qui était d'idéologie agriculturiste, mais cette fois-ci, c'était plutôt pour nous décentrer par rapport à Montréal et voir comme dans d'autres régions, il y avait des choses qui se vivaient aussi. Bon. Alors, bref, c'est une vision qui était réductrice, mais qui signalait quand même un phénomène. Et je dirais que le début de ma recherche a commencé avec ça, quand j'ai pris connaissance de ces réactions. Et ayant moi-même écrit un livre dont l'histoire se déroulait en Italie, à Florence, je me suis senti interpellé parce que je me suis demandé, donc je me suis dit, effectivement, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse qu'on veut camper une histoire qui se déroule ailleurs plutôt que de parler de chez soi? Bon. Est-ce que ça cache quelque chose, un complexe quelconque ou une difficulté à développer un imaginaire qui serait strictement québécois? Mais comme plusieurs l'ont fait valoir, c'est que cette vision de l'étranger, en fait, elle est aussi québécoise. C'est-à-dire que ça traduit une sensibilité québécoise, même si on va ailleurs. Donc, le monde, on le regarde aussi à travers une certaine paire de lunettes qui nous le fait décoder d'une certaine façon. Et comme je le signalais tout à l'heure, dans de nombreux romans qui nous entraînent à l'étranger, il y a quand même beaucoup de comparaisons qui se profilent de façon explicite ou implicite avec la réalité québécoise. Donc, c'est une confrontation avec l'autre qui nous nourrit aussi, qui nourrit notre imaginaire du monde. Alors, puisqu'on ne vit pas en vase clos, et c'est sûr que le monde est de plus en plus petit avec tous les réseaux de communication, on ne peut pas s'isoler complètement. Et on ne peut pas ignorer le fait que notre propre réalité, elle est aussi traversée par des réalités qui nous viennent d'ailleurs, avec l'immigration, bien entendu, ça c'est une première chose, mais aussi des communications. Je veux dire, on ne peut pas être étranger à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et même sur le plan économique, nous sommes reliés, rattachés au reste du monde. Alors, je veux dire, ce pull que je porte, peut-être qu'il a été fait en Chine, vous voyez. Alors, ce sont des choses qui entrent maintenant qui font partie aussi maintenant de l'univers du roman et qui nourrissent une manière québécoise de dire les choses, si je peux résumer de façon banale. Bon. Ouais. Mais Dominique, on va vous demander tantôt de parler de ces romans sur Florence. Alors, que vous avez écrit sur Florence. Mais avant, c'est que j'ai commencé à réfléchir à partir de votre réponse sur s'il y a une différence entre fiction de voyage ou récit de voyage, la question du déplacement ou de pas du déplacement, parce que j'ai lu quelques romans sur le Brésil où il y avait des déplacements, d'autres non. Et là, je reviens au colloque que vous avez organisé à Florence en mai dernier, qui avait comme titre « La littérature voyageuse du Québec, vue par les lecteurs et lectrices des pays parcourus ». Ça, c'était très intéressant, très significatif, parce que c'était des lecteurs, ce n'était pas les lecteurs québécois qui lisaient les pays, sur les pays parcourus, visés. C'était des lecteurs originaires des pays qui étaient le décor des romans. Alors, on avait par exemple une provocation pour les conférenciers d'examiner, d'interpréter la représentation qui était donnée de leur pays, s'il y avait des stéréotypes ou non, ou s'il y avait des choses, par exemple, de nouvelles pensées sur leur pays dont ils ne soupçonnaient pas. Et
le colloque a été très significatif parce qu'on a parlé de l'Italie, de la Pologne, de l'Espagne, du Brésil, de plusieurs pays. Alors, est-ce que vous avez déjà réfléchi sur, c'est-à-dire sur le débat de ces colloques pour voir s'il y a eu quelque chose de commun entre ces visions de ces différents conférenciers qui parlaient de leur pays dans les romans québécois? Mm-hmm. Vous savez, j'attends encore les textes, mais et donc je m'en ferai une idée plus claire quand j'aurai lu les textes, parce que des conférences de communication de 20 minutes, ça passe vite. Et puis, ma première impression, et vous étiez là aussi, Licia. Vous avez oui, je sais. Et alors, ma première impression, c'est que en fait, je m'attendais à davantage de critiques de ces représentations. Mais quelques personnes, quelques participantes ont relevé des stéréotypes, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais je dirais que le regard était assez positif, somme toute, dans la plupart des cas. Bon. Mais il est arrivé qu'on souligne quand même des clichés, des stéréotypes. Mais ça faisait partie même, on avait quand même invité les participants à relever ce genre de choses. Parce que pour nous, l'intérêt d'organiser ce colloque, c'était justement de changer la perspective. Parce qu'on avait travaillé pendant à peu près 2 ans, mes collègues et moi, sur un corpus, mais dans la perspective qui est la nôtre, c'est-à-dire en réfléchissant aux motivations québécoises, donc, pour appréhender les pays étrangers ou l'ailleurs. Et puis, en fait, la question qui revenait souvent, c'était qu'est-ce qu'on en rapporte? Qu'est-ce que les protagonistes rapportent de cette expérience-là et de quelle façon ça contribue à développer un imaginaire québécois du monde. Mais ça, c'était une vision, si on peut dire, égocentrique, là, sans jugement moral, c'est-à-dire donc une réflexion sur soi-même que l'on menait. Mais là, à un moment donné, on s'est dit, mais ça serait intéressant de voir de quelle manière, à l'étranger, on pourrait percevoir la façon dont nos auteurs québécois parlent de ces pays-là. Et puis, bon, ça s'est avéré un événement assez stimulant, finalement, parce que tout le monde a répondu avec beaucoup d'enthousiasme. Et donc, c'était intéressant de voir, mais nous, on a une certaine façon. Quand on lit, je vais donner un exemple. Si on lit un écrivain ou un auteur ou une autrice qui nous amène au Brésil, on ne peut pas savoir si la perception dont rencontre le roman et si on n'a jamais voyagé au Brésil, par exemple, est-ce qu'on nous régurgite un ensemble de lieux communs ou bien si on nous fait entrer véritablement dans l'esprit d'un lieu, on nous fait comprendre vraiment l'histoire. Alors, si on voit ça simplement de notre point de vue, c'est difficile d'en juger, mais l'idée, c'était de demander à quelqu'un comme vous, Licia, brésilienne, comment vous percevez cette représentation qui est faite de votre propre pays? Mm-hmm. Alors, un peu comme votre collègue Eurydice l'avait déjà fait, hein, j'ai sous les yeux l'article qu'elle a publié déjà qui s'intitule « Représentation du Brésil dans la littérature québécoise contemporaine », mais ça a été publié il y a un certain nombre d'années, à la fin des années 1990, et c'était précisément son projet. Je lis, par exemple, la présentation de son texte. Elle dit « L'écrivain québécois qui voyage au Brésil rencontre un espace autre qui lui permet de parler d'un monde où les enjeux culturels et les interdictions sont différents. Moi, brésilienne, vivante à Rio, je ferai le voyage dans l'autre sens. Lectrice privilégiée des auteurs québécois, je les regarde nous regarder et je leur tends le miroir. La représentation du Brésil qui prendra forme dans cet article sera celle de deux regards croisés.
Bon, voilà. Alors, donc, c'était une façon pour elle d'engager le dialogue. Et c'est un peu vraiment cette idée-là qu'on a cherché à mettre en place, mais cette fois en invitant des gens d'un peu partout. Il est venu des gens du Japon, des Québécistes toujours, du Japon, d'Espagne, de France, d'Italie, il y en avait quelques-uns. Ça se passait en Italie. Donc. En Italie, oui. Et puis de Grèce aussi. Alors, vous voyez, c'était vraiment très, très stimulant comme rencontre. Ouais. J'ai trouvé très stimulant aussi parce que j'ai vu, de ma présentation, j'ai parlé d'un roman de Claire Varin, qui est une passionnée par le Brésil, par Clarice Lispector, que c'est Claire Obscurario. J'ai trouvé très intéressant parce qu'elle parlait, elle avait une critique des historiens, comme une journaliste. Je ne vais pas faire une conférence là-dessus. Non, non. C'est des observations rapides. Elle parlait des critiques, comme une jeune journaliste qui arrivait à Rio, elle voyait certaines choses comme la saleté des plages de Rio. C'était au siècle dernier. Alors, le Brésil était encore considéré comme le tiers-monde. Elle voyait comme les massacres des paysans, des choses comme ça. Et elle critiquait, elle disait, je vois tout ça, mais je ne veux pas dire ça au Québec. Parce que les Brésiliens sont très accueillants, très gentils. Alors, c'était un voyage initiatique. L'autre, Daniel Grenier, impliquait un voyage, mais un voyage différent. C'était aussi une journaliste qui venait chercher un rapport qui aurait été laissé par un personnage de Sabato à Uruguaiana et qui parlait du mouvement anthropophage. Il parle du mouvement anthropophage, alors c'est un récit, c'est une fiction, je dirais, c'est plutôt, je verrais plus comme un récit parce que comment mettre un langage, donc, il parle toujours du mouvement anthropophage et à la fin, il va dire, ce qui est très intéressant, c'est la fin du récit, du roman, du récit, de la fiction, quand il va dire, le Brésil qui a eu ce mouvement-là a commencé à parcourir un chemin infernal d'extrême droite et a oublié tous les dialogues qu'il y avait dans l'anthropophagie. Et ça, à la fin, ça m'a beaucoup impressionné parce que c'est vrai, hein, il faut un autre manifeste anthropophage, il faut qu'il y ait un Québécois pour nous dire ça. Ben, ça, vous voyez, c'est très intéressant comme observation, puis ça fait partie des interrogations que soulève notre recherche. C'est-à-dire, quelle est la posture des écrivains ou des écrivaines là, qui écrivent sur des pays étrangers? Et cette posture-là, on la voit aussi à travers les actions et les réflexions des narrateurs ou des narratrices. Moi, à Florence, justement, j'ai énuméré un certain nombre de caractéristiques. Parce que j'ai pas lu les 3600 récits, hein. J'en ai lu quelques centaines quand même. Et j'ai fait des observations, des choses qui reviennent souvent. Par exemple, le protagoniste est souvent une personne solitaire. Et j'avais tendance à comparer avec d'autres littératures dominantes, par exemple la littérature américaine, la littérature anglaise, la littérature française. Je connais aussi des récits, des fictions de voyage de ces littératures-là, où la façon dont dont les écrivains ont pu s'installer dans une ville ou par exemple à Paris, les Américains, dans les années 20-30, à Paris, ont été 1920 et 1930 se sont installés, ont formé une sorte de petite communauté. Et ils étaient entre eux. Donc, les Anaïs Nin, Hemingway et plusieurs autres se fréquentaient. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas chez les écrivains québécois qui sont solitaires. Et ce sont aussi des protagonistes qui sont dans un état de réflexivité à l'endroit de l'étranger, qui sont là pour se faire enseigner des choses, apprendre, qui s'intéressent à l'autre, mais on ne les voit pas dans un mouvement où
eux-mêmes apporteraient leur propre culture, la donneraient à l'autre. Et ça, on peut réfléchir à partir de ça à la situation historique du Québec, évidemment, qui n'est même pas encore un pays, on va le répéter, et puis qui ne semble pas être, qui ne se présente pas comme porteur d'une culture totalement originale, ni sur le plan culinaire ou sur d'autres plans. Les Italiens qui s'installent, sont installés en Amérique, ont apporté leur propre culture. Et on en bénéficie aujourd'hui. Que ce soit du côté de la cuisine ou de la mode, ils avaient le sentiment d'être porteurs d'un bagage culturel pouvant être transmis. Chez les Québécois, il y a moins ce syndrome-là. Donc, il se replie dans une posture plutôt d'accueil, de réceptivité. Et puis, autre caractéristique, il est de passage, donc ce n'est pas quelqu'un qui va s'installer. Donc, l'exil n'est pas très, très fréquent. On a quelques écrivaines qui sont en situation d'exil, mais encore là, ils sont solitaires, ils vivent leur propre vie, ils se sont fondus dans le pays qui les a accueillis. Et puis, donc, ils ne sont pas encore rassemblés en une communauté québécoise. Donc, alors, c'est assez particulier. Mais si je reviens maintenant à l'exemple de Daniel Grenier, que vous avez évoqué, ça, c'est intéressant parce que je trouve dans la posture qu'il met en place quelque chose d'assez nouveau par rapport à tout ce que j'ai lu précédemment, qui est précisément, il ose produire un jugement sur la culture brésilienne. Ce que font très peu, en fait, les romanciers québécois l'ont fait beaucoup à l'endroit de la France. Mais parce qu'il y avait un complexe, une rivalité, il fallait se démarquer de la France. Ils l'ont fait beaucoup à l'endroit des États-Unis, mais ils osent rarement le faire à l'endroit des pays qui sont, si on peut dire, moins dominants là, à l'échelle mondiale sur le plan culturel, et puis encore moins des pays du tiers-monde. Alors, dans le cas du Brésil, de l'Argentine, ce sont des pays qui, sur le plan de leur économique ou sur le plan culturel, je dirais qu'ils sont similaires au Québec. Peut-être que je me trompe, là, vous me direz si je fais erreur, mais c'est-à-dire, vous avez aussi été un pays colonisé, puis donc probablement qu'il y a eu ce rapport un peu antagoniste ou admiratif à l'endroit du Portugal. Bon, alors, oui. Vous avez dû définir votre propre identité, puis bon, alors, mais vous avez aussi quand même quelques figures marquantes en littérature qui ont été reconnues internationalement. Mais c'est sûr qu'on n'est pas on n'a pas un degré de domination culturelle comme peuvent l'être les États-Unis, l'Angleterre ou la France. Bon. Alors, c'est ça. Lucilla, vous voulez intervenir? Je voulais vous poser une question, justement, sur vos derniers mots. Est-ce que ces fictions de voyage, qui sont peu codifiées et protéiformes, peuvent néanmoins être caractérisées par quelques performances? Permanence. Permanence, pardon. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas. La permanence de… Est-ce qu'il y a des permanences dans les récits? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des lieux communs, des choses des lieux communs, oui. Ouais. C'est ça. Parce okay. Elles sont peu codifiées, les fictions, non? Il n'y a pas un modèle comme ça, on va dire. Le modèle canonique, j'en parlais au tout début, oui. C'est souvent une personne jeune qui décide de rompre avec son milieu d'origine, rompre momentanément, hein, sa famille, un copain, une copine, et qui vit une insatisfaction ici au Québec et qui cherche à trouver une réponse existentielle à l'étranger. Ça, je dirais que c'est ce qu'on rencontre le plus souvent dans ce corpus-là. Et donc, je le disais justement dans ma communication à Florence que la question du manque est centrale dans les fictions de voyage au Québec. Le
le manque, ça a d'abord été le manque économique. Des fictions du 19e siècle, début du 20e, présentaient des protagonistes qui cherchaient à sortir de leur misère pour aller aux États-Unis faire fortune ou trouver un mieux-être, une meilleure vie sur le plan économique. Il y a eu un manque culturel aussi qui s'est fait sentir un certain temps. C'est-à-dire qu'on sentait surtout les artistes, les écrivains, souffraient ici d'un manque d'institutions capables de soutenir leur travail. Donc, la France, bien entendu, miroitait comme un horizon, c'est-à-dire d'épanouissement culturel, de trouver un milieu stimulant avec des gens qui s'intéressent à la littérature et aux arts, ce qu'ils ne trouvaient pas ici au Québec. Ça a beaucoup changé parce qu'on a maintenant une vie culturelle quand même assez stimulante maintenant. Il y avait un manque sur le plan de l'histoire aussi. Puisqu'on est un jeune pays, on n'a pas un arrière-plan civilisationnel qui peut nourrir notre imaginaire, donc on va chercher cet imaginaire historique ailleurs. Sur le plan d'histoire, toujours aussi, comme on est un pays qui ne connaît pas la guerre, en fait, depuis 200 ans et plus, il n'y a pas eu de guerre ici sur notre territoire. On a envoyé des soldats à l'étranger, mais sur le territoire même, il n'y a pas eu de guerre. Donc, je ne dirais pas que c'est difficile de dire que c'est un manque. On ne souhaite pas que ça arrive, mais il reste que si on veut être en contact avec la douleur, la souffrance humaine, la réalité humaine, la condition humaine, il faut aussi, certains éprouvent ce besoin d'aller dans des pays où il y a eu ce type d'événements marquants, parce qu'on sait que la littérature se nourrit de ça aussi. Hein. Un pays trop où c'est le confort qui règne et l'abondance, évidemment, ne peut pas donner une littérature très intéressante. Oui. Alors, donc, ces manques-là sont vraiment au cœur de la démarche de la plupart qu'on voit dans la plupart de ces romans, de ces fictions de voyage. Maintenant, il y a aussi une dimension d'identification. Dans certains pays, moi je l'ai fait dans mon roman, par exemple, il y avait l'Italie, c'était un ailleurs, c'était l'altérité. Il y avait toute l'histoire, ça répondait justement à ce manque-là, donc un des manques dont je viens de parler. Mais c'est aussi une forme de reconnaissance de quelque chose et je me suis amusé avec ça. Par exemple, à Florence, il y a des symboles comme ça qui recoupent ceux du Québec. La fête nationale à Florence, elle n'est pas nationale, mais la fête de Florence, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Et donc, ils fêtent le 24 juin, comme on fête ici. La fleur de lys aussi est un symbole florentin, comme au Québec. Bon, ça reste assez superficiel, mais il y a quand même une résonance là, qui a pu être ressentie par le protagoniste de mon roman. Mais si vous me permettez, je reviens à Daniel Grenier. Oui. Parce que je disais qu'il y a un cas de figure ici un peu particulier. Je disais tout à l'heure que le protagoniste québécois arrive pas comme un dominateur, un colonisateur. Effectivement, le Québec n'est pas un pays qui a colonisé d'autres contrées. Donc, alors, c'est ça que je disais aussi à propos des Clévarins. Ben, c'est ça. Alors, il y a quand même ce respect qui est là, mais où justement, on fait attention de ne pas arriver avec nos gros sabots, puis de définir l'autre malgré lui. Et puis bon, et je ne dirais pas que c'est ce que fait Daniel Grenier, mais il y a une lecture critique quand même du Brésil. Et là, si vous me permettez, j'aimerais lire 2 ou 3 passages au début de son livre. D'ailleurs, un premier passage qui est purement sensoriel. Et là, je ne sais pas si vous allez reconnaître quelque chose, mais il y a des affirmations chez Daniel Grenier qui nomment quelque chose du Brésil. Oui. Il dit, son personnage, Alexandra, elle lisait dans sa chambre, surtout, où ça ne sentait pas le vieux cigare ni le désinfectant, cette odeur typiquement brésilienne qui vous assaillait partout dans les endroits publics. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez quelque chose là-dedans ou si c'est une perception d'un étranger. Comme moi, la première fois que je suis allé en France, ce qui m'a frappé, c'est l'odeur d'ail. Bon, mais
dans ce cas-ci, c'est l'odeur de vieux cigares et de désinfectants. Bon, ça, c'est assez superficiel, mais il y a des passages un peu plus corsés. À page 29, c'est ce livre ici. Hein, oui, oui. Alors, le Brésil était l'endroit le moins raciste au monde et aussi l'endroit le plus raciste au monde. Ah, OK. Alexandra le savait. Elle avait lu amplement sur le sujet, mais ça l'étonnait quand même de le constater dans le regard des gens qu'elle rencontrait. Ce qu'elle voyait, c'était du déni. Il n'y avait pas d'autre mot. Du déni chez ceux et celles qui adoraient lui répéter à quel point elle venait d'un pays raciste. C'est une Américaine. Au passé esclavagiste, alors qu'ici, c'était le paradis sur Terre. Le métissage, les racines portugaises, africaines, autochtones, la fameuse Miscigenação, est-ce que j'ai bien prononcé? C'est magnifique. Qui, pour plusieurs, surtout pour les Blancs, excusait les pires absurdités. Les Brésiliens s'étaient écrit des livres pour se l'expliquer à eux-mêmes, alors la question était réglée. Il y a une forme d'ironie ici, à l'endroit des Brésiliens. Et comme c'était rassurant de parler à une Américaine qui, de surcroît, venait du sud des États-Unis, là où on avait fait la guerre pour conserver le droit de posséder des humains. Alors, il y a à quelques endroits du livre, il y a ce genre de réflexion, et je ne sais pas dans quelle mesure ça peut faire sursauter, vous faire sursauter, vous. Est-ce que vous le trouvez arrogant d'avoir ce jugement? J'ai l'impression quand même que c'est un jugement informé, parce que son personnage, on le dit, qu'elle s'est documentée. Elle s'est documentée. Donc. Alors, c'est comme si il retournait une certaine image du Brésil tirée d'un certain nombre de livres ou de documentaires. En fait, je voulais vous donner ce type d'exemple. Moi, ça attire mon attention en tant que chercheur. Évidemment, je n'ai pas la perspective qui serait la vôtre devant ça. Mais de mon côté, dans ma perspective à moi, je dis, bon, voici Daniel Grenier qui nous décrit, qui donne sa perception du Brésil. Alors, lui, il ne s'adresse pas à un lectorat brésilien, il s'adresse à un lectorat québécois avant tout. Québécois, oui. Bon, alors, il tente de nous faire comprendre quelque chose du Brésil à travers des sensations, l'odeur de cigare, et tout ça, et à travers des analyses. Alors, moi, lecteur québécois, j'absorbe ça et je vois. Et lecteur québécois ordinaire, si je peux dire, je me laisse influencer par cette perspective-là. Lecteur critique, ce que j'essaie d'être dans mon projet de recherche, eh bien, j'essaie d'analyser comment ça se présente. Mais, vous voyez, en même temps, je n'oublie pas qu'il y a une médiation ici, parce que son personnage n'est pas représentatif du Québec. C'est une Américaine. Ouais. Bon. Alors, et là, il y a une médiation, là, donc une forme de... C'est habile, en un sens, parce que c'est pas... Donc, c'est un regard américain élaboré par un auteur québécois. Donc, vous voyez, il y a plusieurs couches de médiation ici. Bref. Oui. Bref, est-ce que vous avez une réaction à ce sujet, très rapidement? Une réaction très rapide, parce que je dirais, Claire Varin aussi, elle parle de ça, parce que pendant longtemps, on a dit que c'était le paradis de la démocratie raciale. Le Brésil, oui, il y a eu, depuis le début, il y a eu beaucoup de miscigenation, ça c'est clair. Mais ce n'est pas si simple que ça. Le racisme, ça existe. Il faudrait toute une soirée pour parler de ça. On va voir. Non, mais en fait, sans nécessairement élaborer sur le contenu, la manière de faire, comment vous la recevez? Parce que je vais vous donner l'exemple. Moi, de mon côté, nous, au Québec, parfois, on lit des livres d'auteurs français ou étrangers qui parlent du Québec. Et souvent, ça nous choque. On a l'impression que ce sont des préjugés, que c'est réducteur, surtout si, évidemment, c'est négatif. Bon. Est-ce que c'est par narcissisme que ça nous choque? Est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas se faire dire qui l'on est par d'autres? Peut-être, en partie. Mais j'aimerais savoir, vous, est-ce que vous accueillez bien ce genre de
Non, la réflexion de Daniel ici, oui, j'ai bien cueilli parce qu'il dit que les Brésiliens, ils écrivent des livres, ils écrivent pour s'expliquer à eux-mêmes que la question était réglée. Je crois qu'il y a un peu d'ironie là-dedans. Mais vous savez, Licia, tantôt, je disais qu'il y avait un phénomène d'identification aussi. Et oui. Moi, je suis amené à me demander si, dans une certaine mesure, Daniel Grenier, parlant du Brésil, ne parlerait pas aussi un peu du Québec. Ah oui, peut-être, oui. Parce que on est toujours... C'est comme quand on travaille en sémiotique, les textes, on dirait que les communautés discursives, elles se font, ou les communautés sociales, elles produisent leurs textes explicatifs. Alors, le Québec explique beaucoup, produit des textes explicatifs, comme le Brésil aussi, et produit ces textes explicatifs pour dire que, pour montrer qu'on n'est pas raciste, qu'on a eu de miscigenation, mais il y a plusieurs écrivains. On pense par exemple à Gilberto Freire, qui a parlé aussi du métissage, mais du métissage, mais qui a été critiqué beaucoup parce qu'il disait que le métissage pour Gilberto Freire, c'était le plus important aussi, c'était le blanc. On a vu ça, le blanc était dominant sur les autres. Il y a eu beaucoup d'autres qui ont parlé de métissage, mais le racisme, c'est une question très, très difficile d'expliquer, parce que quand on dit que c'est le moins raciste au monde ou le plus raciste, on voit qu'il y a beaucoup de racisme encore, et la montée de l'extrême droite a prouvé tout ça. A prouvé tout ça, a montré que, ou peut-être, ce qui nous choque, c'est qu'on ne s'attendait pas que le racisme reviendrait avec cette montée de l'extrême droite dans ces dernières années. On pensait que c'était réglé, qu'on réglait petit à petit, et tout d'un coup, on a eu cette question de nouveau devant nous. Mais ça, c'est une question qui est posée partout dans le monde en ce moment. Oui, à ce moment-là, oui. Oui. Et oui. Et par exemple, comme je parlais de Claire Varin, elle aussi, elle parle de ça. Et ça, je trouvais très intéressant. Ça ne choque pas, ça montre qu'il y a... la question, elle est là, et elle a vu d'une certaine... Elle voit en 98, au moment où le racisme n'était pas encore exacerbé, et elle dit, en plus, les erreurs de la réussite de la démocratie raciale irritaient les interlocuteurs lors de certaines conversations dans les bars, restaurants et salons, parce qu'on dit toujours comme ça, il est beau, mais il est noir. Ou parfois des expressions qui montraient beaucoup ce racisme. Il est noir, mais il a une âme blanche. Il est comme un blanc. Ouais. Des choses comme ça qu'elle a vues aussi. C'est quelque chose qui, dans les années 98, en 98, quand elle a écrit le livre, on camouflait encore ces problèmes-là. Maintenant, non. Maintenant, avec l'arrivée de l'extrême droite, c'est dit clairement comme ça. Les choses sont dites. Il y a le... Bon, je ne voudrais pas... c'est un peu délicat, mais l'autre jour, l'ex-président parlait dans une radio du sud du Brésil qu'il voulait tuer tous les gens du nord-est parce que c'était des gens qui mouraient de faim et qui allaient au sud pour manger, des choses comme ça. Ce sont des clichés cruels. C'est très difficile. Comme ce que Trump a dit il a été président des gens qui mangent des chiens. Mais maintenant... ouais.
La question, moi, qui m'interpelle dans tout ça, c'est les rapports entre... Et je ne sais pas s'il nous reste encore du temps là, pour parler de... Nous avons 60 minutes, mais on peut encore parler en 10 minutes. Je dirais que il y a si je reviens, je m'excuse, Licia, c'est simplement pour ramener la discussion sur le plan des fictions de voyage. Si on revient à ce geste posé par les auteurs-autrices du Québec de s'intéresser aux pays étrangers, il reste que on fait face à une sorte de, je vais dire un gros mot, là, mais c'est pour faire comprendre une idée, une sorte de drame culturel qui vient du fait que la littérature du Québec, bien qu'elle intéresse des gens partout à travers le monde, mais elle intéresse avant tout des spécialistes universitaires, trouve difficilement son public auprès des populations étrangères. Ce qui fait qu'il est très difficile d'amorcer un dialogue. Et si je prends par exemple ce roman de Daniel Grenier, je ne suis pas en train de dire qu'il devrait être traduit au Brésil, mais il y a peu de chances qu'il le soit. Parce qu'on n'a pas le Québec n'a pas cette aura, on n'a pas cette économie qui lui permet de déverser ses produits culturels à l'étranger, comme le font les Américains, par exemple. Et ça, c'est dommage parce que c'est comme si l'intérêt pour l'étranger qui se manifeste dans le roman du Québec était toujours freiné par une absence de réciprocité, de dialogue. Comme si finalement cette avancée vers l'autre revenait toujours vers nous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est comme si le pont vers l'autre se fait difficilement. Et même chez de la part d'auteurs fameux au Québec, je pense à Anne Hébert ou à Jacques Godbout, qui sont des grandes figures là, de la littérature québécoise, qui ont situé certains de leurs romans en France, par exemple, étaient publiés même en France. Ils avaient au moins ce privilège-là d'être publiés par une maison d'édition française, mais qui, malgré tout, n'ont pas nécessairement trouvé un vrai public français. Ils sont célébrés au Québec, mais ils n'ont pas été intronisés comme auteurs pouvant être intéressés, donc le lectorat français. Je parle d'un lectorat large, là, je ne parle pas des spécialistes. Alors, c'est dommage parce qu'il y a quand même cette tentative d'aller rejoindre l'autre qui se manifeste dans le roman de cette façon-là. Et dans notre projet de recherche, c'est ce qu'on cherche, on veut mettre ça de l'avant, on veut montrer, amener les gens à constater que cet intérêt-là existe et on va à l'encontre d'un certain nombre de préjugés très vivaces. J'entendais, ça fait déjà quand même un peu plus d'un an, mais quelqu'un à la radio, un éditeur issu de l'immigration, se plaindre qu'au Québec, les gens s'intéressent pas, les écrivains ne s'intéressent pas à l'Afrique. Mais ma recherche, ou notre recherche, celle que je mène avec mes collègues, nous montre qu'il y a, c'est peut-être pas énorme, mais il y a quand même pas loin d'une centaine de romans québécois qui se déroulent en Afrique. Alors, vous voyez, mais c'est pas su, ça, c'est pas connu. Les seuls qu'on connaît dans le genre, c'est celui de Gilles Courtemanche, par exemple, qui a traité du génocide au Rwanda. Alors, mais il y en a d'autres. Et donc, ces tentatives de rejoindre l'autre sont souvent tourne-court parce que ça ne s'inscrit pas non plus dans un dialogue. Oui. Je pense qu'elle aussi là a une autre question, mais avant de passer la parole à Lucilla, j'aimerais bien que vous continuiez de parler un peu plus de votre roman parce que vous avez parlé de la fête nationale de Florence, de la fleur de lys, mais
peut-être qu'on voudrait savoir un peu plus de cette rencontre avec l'autre. Cette rencontre, qu'est-ce qu'elle transforme? Elle transforme les Québécois. Comment elle a transformé les Québécois que vous êtes? Oui, de façon très profonde. Mais l'Italie, mon désir d'Italie remonte à très, très loin dans ma biographie personnelle. Même si je n'ai pas côtoyé énormément d'Italiens dans mon enfance, dans ma jeunesse, il reste que je vois des traces. Et puis, quelque chose qui m'a toujours attiré. Et puis, si bien que j'ai eu une compagne à un moment donné aussi qui était fille d'immigrantes italiennes. Et par la suite, j'ai obtenu une bourse pour aller en Italie. Et puis, c'est là une bourse de longue durée, là, sur 8 mois. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé en amour avec ce pays. C'était à Florence, justement. Et c'était un moment de ma vie où j'avais besoin, justement, d'ouvrir mes horizons. Alors, moi, mon cas est assez canonique, pour revenir à cette expression que j'ai déjà utilisée. C'est-à-dire que c'est vraiment un roman d'apprentissage. Un roman, c'était pas une fuite du Québec, mais en partie, ça l'était. Sortir du cocon familial un peu, même si j'étais quand même à la fin de la vingtaine. C'était une manière aussi de m'émanciper d'un certain nombre de choses et puis de me donner une liberté. J'avais envie de me redéfinir. Puis mon personnage là-dessus est calqué sur moi. Il y a beaucoup de choses inventées dans le roman, mais il y a certains aspects qui viennent vraiment de mon expérience. J'avais besoin de me redéfinir et le fait de vivre dans une ville étrangère en parlant une langue étrangère, que j'adore d'ailleurs, j'adore l'italien, c'était comme si je devenais une autre personne. Après un certain temps, on retrouve. Donc, mais il y a une sorte de fabulation de soi qui est possible parce que ces gens-là, ils ne nous connaissent pas et ils ne nous ramènent pas à notre identité familiale, par exemple, ou celle de notre cercle étroit d'amis. Donc, on peut s'inventer une vie dans une certaine mesure. Je n'étais pas mythomane pour autant, là, mais disons que j'avais quand même cette possibilité de développer un autre style de personne. Et c'est drôle parce que ça se traduit encore aujourd'hui par certains traits. Quand je parle italien, mes proches me l'ont dit, je n'ai pas la même intonation. C'est-à-dire que je suis un peu différent. Je suis plus volubile en italien que je le suis en français. et donc, bref, c'est ça. Il y a eu une histoire d'amour à travers ça, mais je ne vais pas trop élaborer là-dessus. Et puis, c'était le mélange de fascination pour la culture, mais ce n'est pas simplement la grande culture là, des artistes de la Renaissance, c'était là aussi, mais aussi la culture de la vie de tous les jours, les cafés. Bon. Et la sociabilité italienne me rejoint beaucoup. J'adore la sociabilité italienne, le fait on est partout dans le train, on rencontre des étrangers, on se met à parler, puis il me semble que c'est plus facile, c'est plus fluide qu'au Québec. On a beaucoup parlé de ça dans les romans. Quand je vais arriver au Québec, je vais lire ces romans immédiatement. Alors, Lucille, là, tu veux poser une question? Dominique, j'ai lu quelques romans qui se déroulent au Brésil et j'ai pu m'apercevoir que les approches, les points de mire, les thématiques, les formats sont assez différenciés. Est-ce que vous élisez pour l'analyse un modèle de récit de voyage qui privilégie justement des rencontres et des expériences prédéterminées? C'est-à-dire que je suis dans l'approche qu'on préconise pour l'instant est au départ descriptive, c'est-à-dire qu'on cherche à voir comment ça se construit sans poser de jugement. Bien entendu, il y a une grande variété. Il y a certains livres dont on se rend compte qu'ils sont apparemment intéressés par l'autre, mais je dis bien apparemment, c'est-à-dire que finalement, les protagonistes de certains romans restent repliés sur eux-mêmes et n'entrent jamais en contact avec l'autre ou le pays étranger ou sa culture. Mais ça, on en fait le relevé. C'est comme ça qu'on procède.
On cherche à voir les différents cas de figure et c'est vrai qu'il y a certains prototypes qui se dégagent. Mais ça dépend aussi des types de destinations. Tout à l'heure, je parlais de la posture des narrateurs ou des narratrices à l'égard du pays étranger et de ses habitants et de la culture étrangère. Et j'ai entrepris récemment de faire une distinction entre les types de pays. Par exemple, la posture est différente lorsque le protagoniste va dans un pays dominant, la France ou les États-Unis ou l'Angleterre. Il a une attitude souvent hostile ou de compétition ou une sorte de... c'est pas simple. Et c'est un rapport d'amour-haine. Alors que les pays qui sont un peu égaux avec nous, si on peut dire, tout est relatif, remarquez, là, mais présentent des protagonistes qui sont intéressés par l'autre et qui ne se sentent pas menacés par la culture étrangère, donc qui démontrent beaucoup de curiosité et puis une très grande ouverture. Dans les pays du tiers-monde, à ce moment-là, ce qu'on voit apparaître, c'est une forme de culpabilité. Parce que dans les pays, face aux pays dominants, le protagoniste québécois se voit comme un dominé. Alors que s'il arrive dans un pays africain ou un pays où la misère sévit, il se voit comme un dominant, un colonisateur, celui qui représente l'Occident. Et à ce moment-là, il y a une forme de culpabilité qui se manifeste. Alors, vous voyez, il y a plusieurs paramètres qu'il faut avoir en tête lorsqu'on analyse les livres. Et ça, c'en est un. C'est une sorte de perspective qui établit une distinction entre le type de pays qui est visité. Il y a des pays qui sont exotiques aussi. Ça, c'est une autre catégorie, le pays exotique. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'au Québec, on freine beaucoup l'exotisation. C'est comme si on avait pris note ou des critiques qui ont été faites au sujet de la littérature exotique, surtout au 19e siècle en France. Alors, on s'est rendu compte que ce regard exotisant, il a été passé à la critique et puis on a bien pris note de tout cela. Ce qui fait que l'effet exotique peut être là, mais il est souvent refoulé. Alors, ce qui donne des romans, parfois, surtout chez les plus récents, où on va se retrouver, par exemple, en Chine ou au Japon, mais sans qu'il y ait ces signes de différence que l'on mettrait en évidence. On fait comme si c'était tout à fait naturel. On parle du pays, mais sans mettre l'emphase sur sa différence ou sur ce qui pourrait éveiller ou susciter chez le protagoniste une sorte d'intérêt de l'autre avec un grand A qui est tellement différent de nous. Alors, je ne sais pas, Lucilla, si j'ai bien répondu à votre question. J'essaie de vous montrer comment ça se présente. Dans le cas des littératures, des romans qui se déroulent au Brésil, Licia en a parlé un peu, Eurydice aussi avait montré des différentes approches. Curieusement, c'est Sergio Coquis, originaire du Brésil, qui se montre le plus négatif à l'endroit de son pays d'origine, probablement pour des raisons biographiques, mais ou parce qu'il peut se le permettre. Il peut se le permettre, comme les Québécois sont très, très féroces à l'endroit de la culture québécoise, souvent. Alors que Claire Varin ou d'autres, Pierre Sanson, ne vont pas se permettre ce jugement. Non, ça m'a suffi. Je vous remercie. Oui, Marlise, je te passe la parole. On a déjà 1h13. On a déjà 1h15 qu'on parle ici, donc je pense que c'est l'heure de... On ne va pas abuser. Malheureusement, c'est l'heure de partir. J'ai vu probablement qu'il y a un but didactique aussi interdiscursif dans ce genre de fiction, parce qu'on peut croiser les politiques, les religieux, toutes sortes de connaissances sociales, et on transmet souvent une connaissance. Et ça
Ça, c'est, comme tu as dit, un roman d'apprentissage. C'est ce que les Allemands parlent de Bildungsroman. Et que pendant les colloques, je trouvais extraordinaire. J'étais vraiment attentive à tout ce qu'on disait sur le pays, sur l'Italie. Là, les gens adoraient ce qu'on dirait même l'Italie, sur les Italiens. Et c'était magnifique. Et c'est une recherche, vraiment, une recherche très substantielle, très, très intéressante, significative pour provoquer exactement ce besoin de connaître l'autre, d'altérité. Je pense que c'est très bien. C'est quelque chose, c'est ce que je peux vous dire, c'est félicitations. Et en même temps, au CRILC aussi, pour les CRILC, c'est le Centre de littérature québécoise, pour l'AIEQ, c'est quelque chose qui est vraiment très représentatif. Et je vais vous remercier de nous avoir, nous avoir parlé de cette recherche ce soir. C'était vraiment très intéressant, Dominique. Je vous remercie de m'avoir invité. C'est un privilège. C'est à nous le privilège parce que pour la Fédération des professeurs de français du Brésil et de Bahia, ça va être quelque chose de très nourrissant. N'hésitez pas à m'écrire hein, si vous avez des idées, si notre conversation a provoqué en vous des réflexions. Et je parle à vous deux, mais aussi à ceux qui nous écoutent. Parce que votre point de vue, évidemment, nous intéresse. C'est pour ça qu'on avait fait le colloque aussi. Le point de vue étranger, la littérature nous intéresse. Et là, on a parlé, j'ai fait exprès de parler un peu du Brésil aussi. Puis, et éventuellement, j'aimerais savoir si ce phénomène de la littérature exotopique, je n'ai pas utilisé le mot encore, c'est le mot qu'on utilise, donc qui nous emmène ailleurs, si c'est un phénomène observable aussi dans votre littérature au Brésil. Parce que, justement, je ne veux pas m'avancer imprudemment à dire que c'est très particulier au Québec. Si, ça existe. Moi, j'ai déjà vu beaucoup d'études. Moi, particulièrement, je n'ai pas étudié dans ce champ-là, mais j'ai déjà vu plusieurs. Par exemple, nous avons un écrivain qui s'appelle Chico Buarque de Holanda, qui est aussi un chanteur-compositeur très connu. Oui, je connais Chico Buarque. Il a fait Budapest, il a fait mon frère allemand, son père a eu un frère. Et il fait beaucoup de littérature exotopique. J'ai déjà lu des articles, des textes là-dessus, mais j'avoue que je n'ai jamais étudié. J'ai commencé maintenant avec votre groupe de recherche, j'ai commencé à tirer l'attention à ce phénomène-là. J'ai dit, mais c'est magnifique. C'est bon. Alors peut-être qu'il y aurait des correspondances entre le Brésil et le Québec de ce point de vue. Hein. Je suis sûre qu'Eurydice va le savoir parce qu'elle a plongé beaucoup là sur ces questions entre le Brésil et le Québec. Dominique, je voudrais savoir sur vos œuvres écrites en Afrique, sur les œuvres africaines, il y a une adresse électronique disponible pour qu'on puisse lire ces livres ou il y a ces bouquins achetés? C'est-à-dire que je pourrais vous envoyer une liste, si vous voulez. Je voudrais bien, parce que nos élèves à l'université, ils étudient beaucoup la littérature africaine. Oui. Donc, ça serait intéressant. Pour Bahia, c'est différent par rapport à notre écrivain. Oui, ça me fera plaisir de vous envoyer une liste. C'est gentil. Il y a de très beaux romans c'est très bien. qui se déroulent en Afrique. C'est magnifique. Alice, Monsieur Dominique Guérin, on vous remercie énormément pour l'apprentissage. Lise, merci pour l'invitation. Hélène, merci beaucoup. Merci Hélène, merci pour l'appui technique. Exact. On nous remercie aussi à la FEBA, à IEQ et à la Fédération aussi de français. Enfin. Une émission, Dominique.
on va penser à une autre fois, à une autre émission comme ça pour recommander, pour développer ce sujet. Ça me fera plaisir. Grand merci. Il y a quelqu'un qui dit, Marie-Regina, grand merci pour cet agréable moment de partage. Ah, ça, c'est le public qui dit ça. Est-ce qu'il y a un grand merci pour cet excellent moment de partage? À bientôt. Ce sont les gens qui... Il y en a d'autres, Hélène. S'il y en a d'autres, tu peux afficher, pas de problème. Serge, la même chose. Ah, cette idée de s'inventer une vie, sujet assez intéressant et récurrent chez Régine Robin aussi. Ah, il a travaillé. Ah, là, oui, c'est ça. Parce que Serge, il a travaillé sur Régine Robin en comparaison avec un écrivain brésilien du Rio Grande do Sul. Oui, c'est intéressant ça, ce qu'il dit. Nous, bien sûr. Alors voilà, celle que je t'ai dit qui te connaît. Cela m'a fait grand plaisir de vous écouter, cher Dominique Garand. Je vais essayer de lire Daniel Grenier. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour ces réactions. Sabrina Moraes, j'aimerais voir une autre émission comme celle-ci. Bon, merci Sabrina. Nubia de nouveau. Merci, Shirley Silosi. Merci, Nubia. Merci. Bah, sur ce, on quitte, Alicia. Nos salutations. Merci beaucoup, monsieur. Alors, à la prochaine. À la prochaine. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Oui, bonne soirée. Et bonne journée au Québec. Oh, c'est la soirée. Je ne sais pas si vous voyez. Oups, dans l'autre sens. Voilà, on voit. Oh, oui, et le Québec, ça commence à tomber. Plus chaud qu'ici parce qu'il fait 30 et à Salvador, il fait 26. Oui, mais il ne fait pas 30 en ce moment. Là. Il a fait 30 aujourd'hui, à midi. Mais à midi. Là, c'est plus 30. Probablement 22 en ce moment. 22, bon. Bon, j'ai dit qu'à un moment donné, on va rêver aux hivers canadiens. Oui. Parce qu'avec toute la canicule qu'on a dans le monde, il va avoir un moment où personne ne va plus partir du Québec pour aller en Floride, au Mexique, etc., pour voir le soleil. Et on va rêver, tout le monde va rêver d'aller au Québec. On va souhaiter d'avoir. Bruna, je vous félicite pour cette super conférence. C'était vraiment enrichissant. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Le public. Merci, Bruna. Merci. Bien. Voilà. Ben, alors, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des... Lucilla, envoyez-moi un mail, puis je vous enverrai une liste. D'accord, je vous enverrai. Hein. On remercie aussi, Alicia, au public qui est là, parmi nous. On remercie au public, oui, ses réactions, c'est très bien. Merci beaucoup. Ben, bonne soirée alors. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.